Au cœur des Andes, une géologue est marginalisée par son équipe. Sa peur panique des hauteurs la cloue au sol, la rendant, à leurs yeux, inutile. Mais pendant que ses collègues scrutent les sommets, elle se plonge dans une analyse obsessionnelle du terrain sous ses pieds. C'est là, dans les micro-fissures et l'humidité anormale du sol, qu'elle va lire les signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente, prouvant que parfois, la vérité ne se trouve pas dans les hauteurs, mais juste sous la surface. Si vous aimez les récits de survie où une perspective unique change tout, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le docteur. Hélène Rousseau était une géologue de renom, une femme dont le nom était associé à des découvertes majeures sur la tectonique des plaques et la formation des chaînes de montagnes. Ses articles, publiés dans les revues les plus prestigieuses, étaient des modèles de rigueur et d'analyse. Mais elle cachait un secret, une faiblesse si profonde et si paradoxale pour une femme de sa profession qu'elle en était devenue une source de honte constante. Hélène souffrait d'une acrophobie paralysante. Sa peur des hauteurs n'était pas une simple appréhension. C'était une réaction physique et incontrôlable. La simple vue d'un précipice, le sentiment d'être sur un balcon élevé, ou même une image en caméra embarquée d'un vol en deltaplane, suffisait à déclencher chez elle des vertiges, des sueurs froides et une panique qui la laissait sans souffle. Elle avait réussi à dissimuler cette phobie pendant la majeure partie de sa carrière, se spécialisant dans la géologie sédimentaire, travaillant dans des plaines, des déserts, des bassins, des endroits où l'horizon était plat et rassurant. Mais pour cette expédition, la plus ambitieuse de sa carrière, il n'y avait pas d'échappatoire. C'était une étude pluridisciplinaire de l'orogenèse andine, un projet international financé à hauteur de plusieurs millions d'euros, et l'équipe se rendait au cœur de la Cordillère Blanche, au Pérou, à plus de 4000 mètres d'altitude. Refuser de participer aurait été un suicide professionnel. Elle avait donc accepté, espérant que la science et la raison pourraient maîtriser sa peur irrationnelle. L'équipe était dirigée par une légende vivante, le professeur Émile Blanchard, un homme charismatique et arrogant, à la fois alpiniste de renommée mondiale et géologue de premier plan. Blanchard était un homme des sommets. Il croyait que pour comprendre une montagne, il fallait la conquérir, se tenir sur sa cime, embrasser son immensité du regard. Il avait rassemblé une équipe de jeunes chercheurs brillants et physiquement affûtés, des gens qui, comme lui, étaient aussi à l'aise sur une paroi rocheuse que dans un laboratoire. Et puis, il y avait Hélène. Dès les premiers jours de l'expédition, dans le camp de base, elle comprit qu'elle était une anomalie, une pièce défectueuse dans cette machine bien huilée de l'excellence académique et sportive. Alors que les autres parlaient avec enthousiasme des ascensions à venir, des échantillons qu'ils allaient prélever sur des falaises vertigineuses, Hélène gardait le silence, son estomac se nouant à la simple évocation des mots crête, précipice, altitude. Sa phobie se manifesta dès la première excursion d'acclimatation. Alors que l'équipe marchait le long d'un sentier à flanc de montagne, avec une vue plongeante sur la vallée, Hélène fut prise de vertige. Elle dut s'arrêter, s'agrippant à la paroi rocheuse, incapable de faire un pas de plus. Blanchard et les autres durent l'attendre, leur impatience à peine dissimulée. L'incident se répéta. Elle devint rapidement le fardeau, la scientifique au pied d'argile. Le mépris des autres, au début poli et distant, devint de plus en plus ouvert. Il la voyait comme une usurpatrice, une théoricienne qui n'avait pas sa place sur le terrain. Blanchard, en particulier, ne cachait pas son agacement. Il avait été forcé d'inclure Hélène dans l'équipe par le comité de financement, qui admirait son travail théorique. Mais pour lui, elle était inutile, un poids mort qui ralentissait toute l'expédition. Il décida de la neutraliser. Il lui assigna une tâche qu'il jugeait subalterne, presque humiliante. « Hélène, lui dit-il un soir, devant toute l'équipe, puisque les hauteurs semblent vous incommoder, vous allez vous concentrer sur le sol. Faites-nous une analyse géotechnique détaillée du plancher de la vallée où nous allons établir notre camp principal. Étudiez la composition du sol, la granulométrie, la stabilité. C'est un travail important pour la sécurité du camp. » Le message était clair. Pendant que, les vrais géologues, iraient conquérir les sommets, elle, la femme qui avait peur, resterait en bas, à jouer dans la boue. C'était une mise au placard, une humiliation publique. Hélène accepta, son visage un masque d'impassibilité pour ne pas montrer la blessure. Elle ne le savait pas encore, mais en la forçant à regarder vers le bas, Blanchard venait, sans le vouloir, de lui confier la mission la plus importante de toute l'expédition. Il l'avait condamnée à être la seule à voir le danger qui rampait, invisible, juste sous leurs pieds. L'emplacement du camp de base principal avait été choisi pour sa perfection apparente. C'était une large vallée glaciaire, un plateau plat et herbeux niché entre trois pics majestueux, à près de 4500 mètres d'altitude. Un lac d'un bleu turquoise, alimenté par la fonte des glaciers, offrait une source d'eau pure, et l'endroit était relativement abrité des vents dominants. Pour Blanchard et son équipe, c'était un paradis alpin, le camp de rêve pour lancer leurs ascensions. Ils passèrent plusieurs jours à monter le camp, une petite colonie de tentes high-tech,
d'instruments scientifiques et d'équipements de montagne. L'ambiance était euphorique. Les jeunes chercheurs étaient excités à l'idée de commencer leurs travaux, de prélever des échantillons qui feraient l'objet de leurs futures publications. Ils parlaient avec passion de moraines, de dikes, de batholithes, leur regard constamment tourné vers les sommets, vers le ciel. Hélène, elle, ne regardait jamais vers le haut. Son regard était obstinément fixé sur le sol. Sa phobie, dans cet environnement de verticalité absolue, était une torture constante. Elle devait faire un effort conscient pour ne pas lever les yeux, pour ne pas voir les parois vertigineuses qui l'entouraient, les glaciers suspendus qui ressemblaient à des épées de Damoclès. Elle se concentra donc sur la tâche que Blanchard lui avait assignée, avec une méticulosité née de la nécessité. Son travail était de cartographier le sol de la vallée. C'était une tâche considérée comme simple, presque fastidieuse, une sorte de science de jardinier comparée aux grandes questions tectoniques que les autres allaient étudier. Elle commença son travail, délimitant un grand carré d'1 kilomètre de côté autour du camp. Elle le divisa en une grille, matérialisant les lignes avec de petites pierres. Puis, elle commença son analyse, mètre par mètre. Elle était seule. Les autres, une fois le camp installé, partirent en petites équipes pour leurs premières excursions en altitude. Ils la laissèrent là, avec ses petits outils, ses tamis, ses tarières, son pénétromètre comme une enfant dans un bac à sable. Au début, elle se sentit profondément humiliée. Elle, le docteur. Hélène Rousseau, dont les théories sur l'orogenèse étaient enseignées dans les universités, était réduite à analyser la composition de la boue. Mais peu à peu, sa nature de scientifique reprit le dessus. Elle se plongea dans son travail avec une concentration totale. Elle commença à voir la beauté, la complexité, dans ce monde humble qui se trouvait sous ses pieds. Elle découvrit que le sol de la vallée n'était pas uniforme. C'était une mosaïque complexe de dépôts glaciaires, de sédiments lacustres, de sols alluviaux, chaque type racontant une histoire différente de l'évolution de la vallée. Elle prélevait des échantillons, les analysait, notant leur couleur, leur texture, leur composition. Son travail était lent, répétitif, méditatif. Et dans cette concentration sur l'infiniment petit, elle trouva une sorte de paix. En se concentrant sur le sol, elle oubliait les montagnes terrifiantes qui l'entouraient. Son monde se rétrécit à la grille qu'elle avait dessinée, à la poignée de terre qu'elle tenait dans sa main. Elle était une Gulliver dans un monde de Lilliputiens, mais un monde où elle se sentait enfin en sécurité. Les autres rentraient le soir, excités par leur découverte, parlant de roches rares, de formations spectaculaires. Ils la regardaient à peine, elle et ses petits sacs de terre. Elle était devenue une partie du décor, la femme étrange qui parlait aux cailloux. Mais Hélène savait que le sol, lui aussi, avait des histoires à raconter. Des histoires plus secrètes, plus subtiles et parfois bien plus dangereuses que celles des sommets arrogants. Ce fut au cours de la 2e semaine de son travail méticuleux qu'Hélène remarqua la première anomalie. C'était un détail si infime que n'importe qui d'autre l'aurait ignoré, l'aurait mis sur le compte de la nature du sol. Alors qu'elle examinait une section de terrain particulièrement plate et compacte, là où l'herbe était la plus rase, elle vit des fissures. Ce n'étaient pas les grandes crevasses de sécheresse que l'on voit dans l'argile. C'étaient des micro-fissures, fines comme des cheveux, à peine visibles à l'œil nu. Elle s'agenouilla pour les examiner de plus près. Ce qui l'intrigua, ce n'était pas leur présence, mais leur motif. Elles ne partaient pas dans toutes les directions, comme des fissures de dessiccation normale. Elles semblaient former un réseau, un maillage de lignes parallèles et perpendiculaires, presque géométriques. C'était comme si la peau de la Terre était en train de se craqueler de l'intérieur, sous l'effet d'une tension invisible. Elle sortit son carnet et commença à cartographier le réseau de fissures. Elle passa toute la journée sur une petite parcelle de quelques mètres carrés, dessinant chaque fissure, notant sa longueur, sa profondeur, son orientation. Le soir, dans sa tente, à la lueur de sa lampe frontale, elle regarda son dessin. Le motif était indubitable. Il ressemblait étrangement au diagramme de contrainte qu'elle avait étudié dans ses cours de mécanique des roches, les fentes de tension qui apparaissent dans un matériau fragile lorsqu'il est étiré. Le lendemain, elle étendit sa zone de recherche. Elle découvrit que ce réseau de micro-fissures n'était pas localisé. Il s'étendait sur une grande partie du plancher de la vallée, toujours avec ce même motif étrangement organisé. C'était une anomalie à grande échelle. Elle en parla à l'un des jeunes géologues de l'équipe, un homme nommé Simon, qui semblait moins arrogant que les autres. Elle lui montra ses dessins. Il les regarda avec un intérêt poli, mais elle vit le scepticisme dans ses yeux. « Ce sont des polygones de dessiccation, Hélène, dit-il avec une patience condescendante. C'est très courant dans les sols argileux en haute altitude. Le gel et le dégel créent ces motifs. Je sais ce que sont des polygones de dessiccation, Simon, répondit-elle, un peu sèchement. Mais leur orientation est généralement aléatoire,
dictée par la manière dont le sol sèche. Ici, le motif est orienté. Il suit un axe nord-ouest-sud-est. C'est un motif tectonique, pas climatique. Simon haussa les épaules. Je ne suis pas un expert en sol. Blanchard saura sûrement vous dire. Mais Hélène n'osa pas en parler à Blanchard. Elle savait qu'il la ridiculiserait. Elle devait trouver plus de preuves, des preuves que même lui ne pourrait pas ignorer. Elle continua son enquête, son attention maintenant entièrement focalisée sur cette énigme. Elle avait le sentiment d'être un médecin qui a détecté une anomalie dans les analyses de sang de son patient, une anomalie que tout le monde ignore mais qui pourrait être le signe d'une maladie grave et cachée. Alors qu'elle continuait de cartographier le réseau de microfissures, Hélène remarqua une deuxième anomalie, encore plus étrange et plus inquiétante que la première. Le sol était trop humide. À cette altitude, avec le vent sec et le soleil intense, le sol aurait dû être sec en surface, à l'exception des zones proches du lac glaciaire. Mais elle remarqua que même dans les zones les plus éloignées du lac, le sol, à quelques centimètres de profondeur, conservait une humidité anormale, une sensation presque spongieuse. Au début, elle pensa que c'était dû à une averse récente. Mais il n'avait pas plu depuis leur arrivée. Elle décida de quantifier cette observation. Elle avait dans son équipement un tensiomètre, un instrument qui mesure la tension de l'eau dans le sol, un indicateur de son degré de saturation. Elle commença à prendre des mesures systématiques à travers sa grille de recherche. Les résultats confirmèrent son intuition. Le sol était anormalement saturé d'eau, bien au-delà de ce que les conditions climatiques locales pouvaient expliquer. Ce n'était pas de l'eau de surface. L'eau venait d'en dessous. Elle suintait du sol, comme si la terre transpirait. Son esprit de géologue se mit à travailler à plein régime, cherchant une explication. D'où venait cette eau? La source la plus probable était la fonte des glaciers qui surplombaient la vallée. L'eau de fonte devait s'infiltrer dans le sol et s'écouler sous la surface. Mais pourquoi le sol était-il si saturé? Normalement, l'eau devrait s'écouler rapidement à travers les dépôts glaciaires perméables et rejoindre le lac. La seule explication était qu'il y avait une couche imperméable en dessous, une couche d'argile ou de roche non fracturée, qui empêchait l'eau de s'infiltrer plus profondément, créant une nappe phréatique perchée, très proche de la surface. Cette hypothèse, en soi, n'était pas particulièrement alarmante. Mais lorsqu'elle la combina avec sa première observation, le réseau de microfissures de tension, une image terrifiante commença à se former dans son esprit. Elle se souvint de ses cours sur les glissements de terrain. Elle savait que les deux ingrédients principaux d'un glissement de terrain majeur sont une pente et un lubrifiant. L'eau. L'eau, en saturant une couche de sol ou de roche, réduit la friction entre les particules. Elle agit comme une graisse, transformant une masse stable en une boue instable, prête à glisser au moindre déclenchement. Elle commença à voir la vallée non plus comme un plateau stable, mais comme une masse de terre et de roches de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, une sorte de gâteau de couche géologique, posé sur une pente. Et ce gâteau était en train de se gorger d'eau par le bas. Les microfissures qu'elle avait observées en surface étaient les signes de la tension que subissait la couche supérieure de ce gâteau. La masse entière était en train de s'étirer, de se déformer, de se préparer à glisser. Elle était au milieu d'un glissement de terrain en puissance, un glissement de terrain d'une échelle colossale, et personne d'autre ne le voyait. Le camp, leur petite colonie de tentes et de vie, était planté au cœur de la zone la plus dangereuse. Hélène passa les 2 jours suivants à rassembler des preuves pour étayer sa théorie. Elle travailla avec une fièvre et une urgence qu'elle ne s'était jamais connue. Elle ne dormait presque plus. Elle multiplia les mesures de tensiomètre, créant une carte détaillée de la saturation en eau du sol de la vallée. La carte confirmait ses craintes. La zone la plus saturée, la plus humide, se trouvait précisément au centre de la vallée, là où le camp était installé. Elle utilisa sa tarière pour prélever des carottes de sol plus profondes. Elle découvrit, à environ 2 mètres sous la surface, une couche d'argile glaciaire, fine et imperméable. C'était la couche qui piégeait l'eau. Et elle découvrit autre chose. L'interface entre cette couche d'argile et les sédiments sablonneux au-dessus était incroyablement lisse, presque polie. C'était une surface de glissement parfaite. Elle avait maintenant tous les éléments de sa théorie, une théorie d'une simplicité et d'une logique terrifiante. Le plancher de la vallée n'était pas du substrat rocheux stable. C'était un méga-bloc de glissement, une masse colossale de débris d'un ancien glissement de terrain préhistorique qui s'était stabilisé au fil des millénaires. Mais le réchauffement climatique récent accélérait la fonte des glaciers environnants. Une quantité d'eau anormalement élevée s'infiltrait maintenant sous ce méga-bloc, saturant la couche d'argile à sa base, la transformant en une patinoire géante. Le méga-bloc, ce morceau de montagne de plusieurs kilomètres carrés, était en train de flotter sur cette couche d'argile lubrifiée. Les microfissures en surface étaient les signes que la masse entière était en train de se mettre en mouvement, de se préparer à une rupture catastrophique.
Elle ne savait pas ce qui pourrait déclencher le glissement final. Une petite secousse sismique? Une pluie particulièrement forte? Ou simplement le moment où le poids de l'eau accumulée dépasserait la force de friction résiduelle? Mais elle était certaine d'une chose, ce n'était pas une question de si, mais de quand. Et le quand était probablement très proche. Elle avait construit son dossier. Il était solide, étayé par des données, des mesures, des observations. Elle ne pouvait plus attendre. Elle devait affronter Blanchard. Le soir, elle demanda une réunion d'urgence avec le professeur Blanchard. Il l'accueillit dans la grande tente qui servait de messe et de salle de réunion, son visage affichant un mélange d'agacement et de curiosité. Les autres membres de l'équipe étaient là, revenant de leurs excursions en altitude, leurs visages brûlés par le soleil. Hélène déroula ses cartes sur la table, la carte des microfissures, la carte de la saturation en eau. Elle sortit ses carottes de sol, ses graphiques, ses dessins. Avec un calme qu'elle ne ressentait pas, elle leur exposa sa théorie, point par point, avec la rigueur d'une démonstration scientifique. Elle leur parla du mégabloc de glissement, de la couche d'argile, de la saturation en eau, des fentes de tension. Elle conclut en disant « Ce camp est situé sur la zone la plus instable de toute la vallée. Je crois que nous sommes en danger de mort imminent. Nous devons évacuer le camp. Immédiatement. » Il y eut un long silence. Blanchard regarda ses cartes, ses échantillons, puis il la regarda, elle. Et il se mit à rire. Ce ne fut pas un petit rire moqueur. Ce fut un rire franc, sonore, un rire de pur mépris. « Hélène, ma chère Hélène, dit-il en essuyant une larme de son œil. Votre imagination est vraiment sans limite. C'est fascinant. Vous avez transformé une simple analyse de sol en un scénario de film catastrophe. » Les autres jeunes chercheurs se mirent à ricaner, soulagés par la réaction de leur chef. « Nous sommes sur un plateau glaciaire vieux d'1 million d'années, continua Blanchard, son ton devenant condescendant. Il n'a pas bougé depuis l'âge de glace. Vous interprétez des fissures de sécheresse et un sol un peu humide comme un signe de l'apocalypse. C'est de la surinterprétation. C'est de la paranoïa. » Il se tourna vers les autres. Le docteur Rousseau, vous le savez tous, a une appréhension des hauteurs. Je pense que sa peur, tout à fait compréhensible, la pousse à voir des dangers partout, même sous ses pieds. C'est un cas classique de projection. L'argument était cruel, mais d'une efficacité redoutable. Il utilisait sa phobie contre elle, la discréditant, la pathologisant. Il la transforma, aux yeux des autres, d'une scientifique en une femme hystérique. Hélène essaya de protester, de ramener le débat sur le terrain des faits, des données. Mais c'était inutile. Ils ne l'écoutaient plus. Ils avaient choisi de croire la version rassurante de leur leader charismatique plutôt que la vérité dérangeante de la femme qui avait peur. Elle était Cassandre. Elle avait prédit la chute de Troie, et personne ne l'avait cru. Elle venait de prédire la chute de leur petit monde, et on riait d'elle. Elle sortit de la tente, vaincue, humiliée. Elle savait qu'elle ne pourrait pas les convaincre avec des mots. Elle devait trouver un autre moyen. Un moyen plus radical. Hélène passa la nuit dans sa tente, non pas à dormir, mais à réfléchir. Elle était face à un mur d'arrogance et d'incrédulité. Elle ne pouvait pas forcer 20 personnes à abandonner un camp parfaitement installé sur la base de sa seule conviction. Mais elle ne pouvait pas non plus les laisser là, en attendant que la montagne les engloutisse. Elle devait créer une situation, une crise mineure mais indéniable, qui les obligerait à bouger, même contre leur gré. Son plan était dangereux, malhonnête, mais elle ne voyait pas d'autre solution. La survie du groupe justifiait, selon elle, la fin. Son plan se concentra sur la seule chose qui était aussi importante pour Blanchard que sa propre réputation, son équipement scientifique de pointe. Il y avait, au centre du camp, une grande tente qui abritait les instruments les plus sensibles et les plus coûteux. Un spectromètre de masse portable, un analyseur de fluorescence X, des ordinateurs portables remplis de données précieuses. C'était le cœur technologique de l'expédition. Elle attendit le milieu de la nuit, lorsque tout le monde dormait profondément. Elle sortit de sa tente, se déplaçant en silence. Elle se dirigea vers le lac glaciaire. Elle remplit plusieurs grands seaux d'eau. Puis, elle retourna au camp et se dirigea vers la tente des instruments. Elle contourna la tente, et avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle utilisa son piolet pour percer une série de trous dans la paroi arrière de la tente, au niveau du sol. Puis, elle versa l'eau des seaux sur le sol, juste à l'extérieur de la tente, créant une grande flaque qui commença à s'infiltrer lentement à l'intérieur par les trous qu'elle avait faits. Elle retourna ensuite se coucher, son cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, ce fut Blanchard lui-même qui découvrit le désastre. Il entra dans la tente des instruments et poussa un cri de fureur. Le sol de la tente était inondé.
Plusieurs caisses d'équipement reposaient dans plusieurs centimètres d'eau. La panique fut immédiate. Ils sortirent tout le matériel, le séchant, vérifiant s'il y avait des dommages. Heureusement, la plupart des instruments étaient surélevés et n'avaient pas été touchés. Mais l'incident était grave. « D'où vient toute cette eau » hurla Blanchard. Hélène, jouant la comédie de la surprise, s'approcha. « C'est ce que j'essayais de vous dire, professeur, dit-elle d'une voix faussement timide. Le sol. Il est saturé. L'eau remonte du sol. C'est un signe de l'instabilité du terrain. Le camp n'est pas sûr. » Son explication, dans ce contexte, semblait soudain beaucoup plus plausible. Blanchard la regarda, une lueur de doute dans les yeux. Il ne la croyait peut-être pas sur le glissement de terrain, mais il ne pouvait pas nier le fait que son précieux équipement était maintenant menacé. Il ne pouvait pas prendre le risque de perdre des millions d'euros de matériel. « Très bien, dit-il à contre-cœur, sa fierté blessée. Nous allons déplacer le camp. Temporairement. Juste le temps que le sol s'assèche. » Il choisit un nouvel emplacement, à environ 1 kilomètre de là, sur un terrain légèrement plus élevé et plus rocheux. C'était un endroit moins confortable, plus exposé au vent. Mais c'était plus sec. Le reste de la journée fut consacré à un déménagement fastidieux et épuisant. Tout le monde était de mauvaise humeur, et ils en voulaient tous à Hélène, la prophétesse de malheur qui, par sa paranoïa, leur avait infligé cette corvée. Mais ils déménagèrent. Et c'est ce qui les sauva. Ils finirent de monter le nouveau camp juste avant la tombée de la nuit. Ils étaient épuisés, irritables et en colère contre Hélène, qui restait à l'écart, silencieuse, observant l'ancien emplacement de leur camp avec une appréhension visible. Blanchard, pour marquer son mépris, l'avait assignée à la corvée de vaisselle. Alors qu'elle nettoyait les assiettes du dîner, dans le silence glacial de la nuit andine, elle le sentit. Une vibration. Très faible, presque imperceptible. Mais différente des autres. Ce n'était pas un tremblement. C'était un glissement. Elle leva la tête. Le silence de la montagne semblait plus profond, plus lourd que d'habitude. Puis, elle entendit un son. Un son qu'elle n'oublierait jamais. Un bruit de déchirement. Un bruit sourd, profond, colossal, comme si le tissu de la planète elle-même était en train de se déchirer. Tous les membres de l'expédition s'immobilisèrent, leurs visages se tournant instinctivement vers l'ancienne vallée. Le grondement enfla, devenant un rugissement assourdissant. La terre se mit à trembler, non pas comme lors d'un séisme, mais avec un mouvement de houle lent et puissant. Et puis, ils le virent. À la lueur de la lune, le spectacle était d'une horreur et d'une majesté absolue. Le plancher entier de la vallée, cette étendue plate et herbeuse où l'heure qu'en se trouvait quelques heures plus tôt, était en mouvement. Ce n'était pas un glissement de terrain. C'était un fleuve. Un fleuve de terre, de roches et de glace, large de plus d'1 kilomètre, qui glissait lentement, inexorablement, le long de la pente de la montagne. Des arbres se couchaient, des rochers gros comme des maisons roulaient les uns sur les autres. La masse entière de la montagne semblait s'écouler dans la vallée en contrebas, dans un fracas apocalyptique. Le spectacle dura plusieurs minutes, une éternité. Puis, le mouvement ralentit, et le silence revint. Un silence de mort. Là où se trouvait leur ancien camp, il n'y avait plus qu'un chaos de terre retournée et de roches brisées, une cicatrice béante sur le flanc de la montagne. Ils restèrent là, figés, incapables de parler, leurs visages des masques de stupeur et de terreur. Ils avaient échappé à la mort de quelques heures, de quelques centaines de mètres. Puis, lentement, tous les regards se tournèrent vers Hélène. Elle était toujours là, debout, son visage baigné par la lueur de la lune. Elle ne semblait pas surprise. Elle semblait simplement triste. Blanchard s'approcha d'elle, ses jambes tremblantes. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux. Seulement un respect infini et une honte profonde. « Vous saviez, murmura-t-il. » Hélène hocha simplement la tête. « La montagne parlait, dit-elle doucement. J'ai juste écouté. » Ce soir-là, personne ne parla de la phobie d'Hélène. Personne ne parla de sa science de jardinier. Ils parlèrent de son courage, de son intelligence, de sa persévérance. La femme qui avait peur des hauteurs était celle qui avait eu la vision la plus profonde. La scientifique qui ne regardait que le sol était celle qui avait vu la vérité que les conquérants des sommets avaient été incapables de voir. Dans le silence de la montagne, ils avaient tous appris une leçon d'humilité.